Écoutez, je vais essayer d'être à peu près clair. Je me propose de parler environ 40 minutes et puis Michel m'arrêtera pour qu'on puisse ensuite discuter, vous et moi. Je vais essayer de ne pas montrer trop dramatique, mais en fait, en réalité, je considère que la situation est réellement dramatique à cause de l'irruption des biocarburants. Vous avez dû lire, et si vous n'avez pas lu, je vous dis que le Programme alimentaire mondial, qui est une agence de l'ONU, qui est chargé un petit peu de l'urgence, c'est une sorte de pompier de l'alimentaire qui va de pays en pays distribuer une aide alimentaire d'urgence. Donc le PAM, le Programme alimentaire mondial, vient de lancer un appel au secours quasi désespéré parce que tout simplement il ne parvient plus à réunir ni les céréales ni les fonds nécessaires à payer les céréales pour nourrir les extrêmes pauvres de la planète qui sont de plus en plus nombreux. Et le PAM incrimine très directement et très justement d'ailleurs l'irruption des biocarburants comme cause, signale l'arrivée des biocarburants comme une cause majeure, première, dans le renchérissement des céréales alimentaires sur Terre. Donc malheureusement, j'en suis navré, mais je vais vous parler de quelque chose qui me paraît vraiment dramatique. Et le point de départ du livre dont a parlé Michel avec gentillesse, c'est ça en fait. Il y a 2-3 ans environ, je ne me souviens plus précisément quand, mais je pensais déjà à ces questions de biocarburants et je colportais malgré moi des choses qu'on entend encore aujourd'hui sur ce que sont les biocarburants, ce qu'ils permettraient, ce qu'ils apporteraient comme supposé progrès. Et il y avait quelque chose qui se bloquait en moi et qui continue à se bloquer au moment où je vous parle, c'est tout simplement l'idée d'utiliser des carburants, de fabriquer des carburants d'origine végétale, donc d'utiliser du végétal, des plantes alimentaires pour faire rouler des voitures dans un monde où il y a officiellement 860 millions d'affamés chroniques, bien que cette statistique soit souvent mise en question, voire franchement contestée, mais en tout cas, il y a une faim chronique sur Terre et dans le même temps, des gens ont pensé qu'il pouvait être intéressant de faire rouler des bagnoles avec des carburants d'origine végétale. Et c'est vrai que je me suis bloqué là-dessus et j'ai vraiment, pour ma part, au départ, pour moi, j'ai voulu comprendre d'où ça pouvait venir. Et puis ensuite, il m'est apparu presque évident que je devais écrire un livre qui est un pamphlet. C'est un livre contre les biocarburants. Je précise tout de suite que j'utilise le mot de biocarburant qui est contesté, vous le savez sans doute, en tout cas une partie d'entre vous le savent, mais je préfère moi utiliser le mot de biocarburant tout simplement parce qu'il est compris de tous. Et quand on utilise d'autres mots comme agrocarburant, on se rend compte fatalement que la moitié des gens ne savent plus de quoi vous parlez. C'est vrai que c'est un mot assez répugnant, biocarburant, parce qu'il désigne le contraire de ce qu'il est, mais en tout cas c'est le mot qui a été retenu et c'est le mot que j'ai utilisé dans mon livre et c'est le mot que j'utiliserai au cours de ces propos que nous allons échanger. Donc je me suis lancé dans une enquête approfondie, sérieuse. J'ai voulu comprendre, pour commencer, j'ai voulu comprendre finalement, tout simplement comment on avait pu en arriver là. Et c'est assez passionnant, mais pour comprendre, je crois bien, ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Je vais essayer d'être rapide, mais retenez que nous vivons quelque chose qui est vraiment saisissant et que finalement, à mon avis, peu de gens comprennent vraiment. Il s'agit d'une révolution, d'une vraie révolution dans l'agriculture occidentale, en France, dans l'Union européenne, aux États-Unis et ailleurs, dans les pays développés. Une révolution qui a 60 ans d'âge à peu près et qui a transformé l'agriculture traditionnelle, qui n'était certes pas un modèle en tous les domaines. Je n'entends pas dire que l'agriculture d'avant était merveilleuse. En tout cas, c'était l'agriculture. Et cette agriculture a été changée en quelque chose de totalement différent, l'industrie. L'agriculture est devenue une industrie et je pense que c'est un point décisif pour comprendre la suite des événements et l'irruption des biocarburants sur la scène mondiale. Ça s'est passé comment? Très vite d'abord. Il y avait un modèle en place qui se situe aux États-Unis, dans les plaines du Midwest américain. On a inventé dans les années 20 et 30 du siècle passé, donc il y a maintenant 70 à 90 ans, on a inventé un modèle clé en main, industriel, avec des machines, des tracteurs, des engrais, des pesticides, une productivité extraordinaire. Et c'est ce modèle qui a déferlé en France et en Europe après la Seconde Guerre mondiale, favorisé par la faim qui existait en France,
Il y a eu des tickets de rationnement en France jusqu'en 1949, et ça serait un peu bête d'oublier cette dimension-là. On avait faim en France, et ce système de l'agriculture industrielle, finalement, promettait la fin de la faim, si j'ose dire, l'éradication de la faim dans le monde très vite, grâce à ces méthodes industrielles de production. Tout le monde a applaudi, et j'imagine sans peine que si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais applaudi comme tout le monde, parce que ça paraissait assez miraculeux, ça promettait donc de multiplier la production alimentaire et de chasser à jamais le spectre de la famine et de l'extrême misère. Bon, ça paraissait très beau, un peu trop beau peut-être, et ce modèle a déferlé. La vitesse avec laquelle ce modèle s'est imposé en France et en Europe est vraiment saisissant. Je cite dans mon livre l'extrait d'un historien qui m'a beaucoup frappé, Fernand Braudel. Fernand Braudel est un historien décédé aujourd'hui, mais un très grand historien français, et dans un de ses derniers livres, L'identité de la France, il raconte ce qu'a été le choc pour lui de l'industrialisation de l'agriculture, et il décrit ce phénomène comme le plus saisissant, je dis bien le plus saisissant auquel lui il a assisté personnellement, parce que selon lui, il signifiait le passage d'une civilisation à une autre, et il utilise spontanément des mots pour parler des paysans qui ont quitté leurs terres en France notamment, dans les années 50 et 60 surtout. Il utilisait un vocabulaire très proche du vocabulaire guerrier, du vocabulaire militaire. Il disait notamment que les paysans avaient lâché leurs terres comme on lâche une position militaire, et qu'on s'enfuit parce qu'on est terrorisé. Et en France, ça a commencé, l'affaire des biocarburants a commencé réellement il y a une petite vingtaine d'années. Mais on savait déjà faire des carburants d'origine végétale dès les débuts de l'automobile individuelle, c'est-à-dire dès la fin du 19e siècle. Le grand ingénieur Rudolf Diesel, l'inventeur que vous connaissez, l'inventeur des moteurs diesel, utilisait déjà des huiles végétales pour faire rouler ses premiers véhicules, ses premiers prototypes. Henry Ford, ensuite, aux États-Unis, qui a inventé la Ford T, utilisait lui aussi des huiles végétales. Et au total, rien de nouveau sous le soleil. Les biocarburants ont été utilisés il y a plus d'un siècle. Ils ont été oubliés pendant des décennies, pas totalement oubliés du reste, mais disons laissés de côté, tout simplement parce que le pétrole ne valait pas un sou, et que le pétrole est un carburant extraordinaire, personne ne songerait à le nier. Et donc le pétrole étant très peu cher, personne au fond dans l'univers industriel ne songeait à utiliser des plantes pour faire rouler les véhicules. En France, tout a changé en... Je résume, hein, je simplifie un tout petit peu, mais l'idée générale est là. Tout a changé en fait au tournant des années 80 et 90, donc il y a une petite vingtaine d'années. L'agriculture industrielle, cette formidable agriculture industrielle qui fonctionne comme une industrie, se retrouvait avec des débouchés incertains pour ces céréales, se retrouver avec des stocks, avec des surproductions très coûteuses en termes de gestion de stock. Et donc les grands céréaliers, ceux de la Beauce, de la Brie et d'autres coins, de Champagne-Ardenne, de Picardie, se heurtaient à des problèmes pratiquement insolubles. Ils ne savaient pas quoi faire de leurs céréales en surproduction. L'Union européenne ne voulait plus payer le stockage de ces céréales, les silos, la gestion. Et l'Union européenne a proposé en 1992 une réforme de la politique agricole commune, la fameuse PAC, et l'Union européenne a proposé de geler, a proposé aux céréaliers de geler 15% de leurs terres pour limiter et peut-être faire disparaître ces surproductions rituelles récurrentes de céréales. Les grands céréaliers ont accepté, donc en échange du gel de ces 15% de terres céréalières, ils touchaient des subventions européennes, comme il se doit dans l'univers de l'agriculture industrielle, donc subvention publique d'un côté, mais dans le même temps, car ces gens voyaient beaucoup plus loin que vous et moi réunis, dans le même temps, ces gens avaient obtenu de l'Europe le droit, la possibilité de continuer à cultiver ces 15% de terres soi-disant gelées, à la condition que la production ne soit pas destinée à l'alimentation. Autrement dit, ces grands céréaliers touchaient des deux côtés, touchaient des subventions pour geler leurs terres, et d'un autre, gardaient le droit de les cultiver et de faire essentiellement des biocarburants, c'est-à-dire des productions non destinées à l'alimentation humaine.